Bien, merci beaucoup. Je voudrais parler en 5 minutes, en 2 ou 3 minutes, du contexte et de la position à partir de laquelle je vais parler les 10 ou 12 minutes qui me sont réservées. Je vais surtout parler des luttes des femmes en Afrique subsaharienne, et je vais, étant originaire du Sénégal, parler plus spécifiquement des luttes des femmes dans les milieux musulmans qu'est le Sahel, c'est-à-dire les pays qui sont entre le Sénégal, la Mauritanie, le Niger, la Gambie, etc. Donc on a toute cette bande qui répond à certaines normes culturelles, et l'islam est dans le fondement de ces normes culturelles. Je voudrais dire également que quand on parle de la laïcité, parce que c'est ça le débat, la laïcité et les luttes des femmes, là également dire le contexte dans lequel on peut parler de laïcité quand on parle d'Afrique, quand on parle notamment d'Afrique subsaharienne, et plus particulièrement, alors d'Afrique francophone, parce qu'il est évident que la laïcité dans le monde anglophone est totalement différente. Disons, ce qui se passe au Nigeria, en Tanzanie ou au Kenya, est relativement, par rapport à la religion, est relativement différent de ce qui se passe dans les pays francophones que sont le Sénégal, la Côte d'Ivoire ou bien le Niger. Dans ces pays, dans cette zone, dans cette bande sahélienne, qui est une bande sahélienne qui est religieuse depuis au moins le XIe siècle, l'islamisation a été très progressive, où l'islam reste une religion très très ancienne. Il est évident que quand l'islam arrive, et lorsque le christianisme arrive, ils n'arrivent pas dans des espaces vides de religion. Ils arrivent dans des espaces dans lesquels on a tout un substrat idéologique, religieux, qui sont alors ce que j'appelle moi les religions africaines, et pas ce que les colonisateurs ont appelé le fétichisme, l'animisme pour faire bien, et qui font que ces religions, qui sont des systèmes religieux, nous sont considérés comme inférieurs aux religions du livre, aux religions révélées qu'ont été le christianisme et l'islam, avec l'arrogance qui caractérise ces religions par rapport à tout un substrat religieux que l'on retrouve dans le contexte. Ce qui fait que ces Africains d'Afrique subsaharienne, quand ils parlent islam ou quand ils parlent christianité, parlent entre guillemets, vrais musulmans ou vrais chrétiens, mais avec des perspectives historiques et culturelles, la même manière que l'on vit différemment le christianisme quand on est en Espagne, en Italie ou quand on est en Amérique latine. Et évidemment, c'est différent quand on vit au Cameroun ou même en Afrique du Sud. La manière de s'exprimer comme chrétien ou de se conduire comme chrétien a des variantes culturelles qu'il faut absolument tenir en ligne de compte. Donc lorsque la France arrive avec sa colonisation, son armée, mais également son église, et qu'elle impose la laïcité, elle l'impose dans un contexte dans lequel elle supprime, elle pense que les religions qui sont là n'existent pas, ce ne sont pas des religions, et elle supprime le système religieux qui est là. Donc l'islam, dans ces pays du Sahel, devient un outil politique d'expression de l'identité. Pour résister au colonialisme, je prends le Sénégal par exemple, pour résister au colonialisme et résister à l'emprise politique du colonialisme, on se réfugie derrière des groupes religieux qui sont constitués. Alors on n'a plus de damel, mais on se met derrière un khalife qui est un khalife de la Tidjaniya ou bien qui est un khalife des Mourides, et on l'investit d'un pouvoir politique face au pouvoir politique colonial. Il est évident qu'on investit également l'islam comme religion face à un christianisme que l'on trouve oppressif. Donc lorsque la France impose sur ses colonies, et notamment sur le Sénégal, le Sénégal avait un statut tout à fait particulier, parce que à partir de 1850 ou 54, je crois, quand on était né à Dakar, Rufisque, Gorée ou Saint-Louis, on était supposé être citoyen français. Pas métropolitain, mais quand même citoyen français. Ce qui fait que quand à l'armée, les métropolitains mangeaient à l'assiette, les Sénégalais mangeaient à la gamelle. Les autres, ils devaient manger par terre, je pense. Mais il y a donc cette différence, on la retrouve, et face
Donc, à l'imposition du Code civil de Napoléon, les Sénégalais obtiennent, et finalement, ça se retrouve dans tout l'Empire, obtiennent qu'il y ait le Code civil de Napoléon, mais que la charia, alors on dit la charia, mais Marie-Aimée avait raison quand elle disait les charias, soit appliquées. Et notamment, les gens de Saint-Louis ont un corpus dans lequel la France est obligée de créer des tribunaux islamiques pour permettre à ce que tout ce qui relève du droit du statut personnel soit jugé là, comme les mariages, les divorces, l'héritage, etc., alors que la France gère tout le reste. Donc c'est dans ce contexte-là qu'on vit en Afrique subsaharienne. Et donc la laïcité, elle est à la fois un outil qui est utilisé pour atteindre des libertés, mais on lutte contre la laïcité, parce que la laïcité, à l'ordre française et à l'occidental, est supposée réduire les identités nationales face à une laïcité que finalement les gens considèrent comme une laïcité judéo-chrétienne. Quand la France arrive, elle arrive avec la France fille aînée de l'Église, quand elle impose un système, il est évident que les gens pensent que ce système, il a des soubassements, et que ce soubassement, sans faire référence à toute l'histoire que l'on a eue, qui amène à ériger la laïcité. Alors il est évident que quand au moment des indépendances, les constitutions se forgent, elles se forgent dans l'ensemble laïque. Alors, et laïque, la Constitution est laïque, pratiquement tous les États disent que l'État est laïque, mais quand on arrive au texte, alors tout ce qui relève du droit des affaires, tout ce qui relève du code pénal, relève d'une certaine laïcité. Mais dès qu'on arrive au droit de la famille, alors à ce moment-là, on retrouve, et la France avait reconnu, il y avait le code civil, il y avait le droit musulman et ce qu'on appelait le droit coutumier. Donc on retrouve ces systèmes, et là, la laïcité est remise en jeu, et c'est cette remise en jeu qui finalement affecte le statut des femmes, et c'est cela qui nourrit souvent les luttes des femmes pour une meilleure position dans leur société et pour une plus grande égalité entre les sexes. Il est évident que tant que les femmes se battent pour des positions autour du politique ou autour de l'économique, il y a des différences entre les hommes et les femmes, mais nous avons un chemin relativement commun jusqu'au moment où les chemins se séparent et même divergent. Mais quand on en arrive, et parce qu'on n'a pas tellement de temps, quand on arrive aux questions clés qui intéressent les femmes dans cette partie de l'Afrique subsaharienne, c'est quand on en arrive au droit de la famille qui, en fait, légifère essentiellement sur la sexualité et le droit des femmes à contrôler leur corps, leur fécondité, et tous les droits qui sont liés à ce cas. Le Sénégal, comme les pays subsahariens, et notamment ce Sahel musulman, n'a pas échappé, bien sûr, alors je ne vais pas dire à la résurgence de la religion. La religion a toujours été présente, que ce soit le christianisme, ou que ce soit l'islam, ou que ce soit bien sûr les religions, des systèmes religieux qui sont là. Il y a un système de croyance, alors appelons-le religion ou croyance, c'est pas là notre débat aujourd'hui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est dans un système à la fois de religion et de spiritualité où la culture se mêle, qui font que les femmes se retrouvent dans une espèce d'imbroglio où il est très souvent difficile de faire la distinction entre ce qu'est la culture, ce qu'est la religion, ce qu'est le droit. Et alors la résurgence quand même, et ça il faut le dire, du discours islamique, avec l'appui des fonds islamiques, alors que ça aille de l'Arabie Saoudite à la Libye, à l'Iran ou même la Turquie, supposée laïque, qui finance tout un ensemble de mouvements, fait que ce discours autour de la religion, qui n'avait jamais perdu son ampleur, mais qui était contrôlé par le politique, aujourd'hui renforce cet islam politique qui était là présent, mais le renforce, et fait que les États sont de plus en plus amenés à jouer avec ce système islamique, soit à s'en servir, soit à le contrôler, soit à lutter contre, mais il y a comme une collusion entre l'État, qui est un État supposé laïque, mais qui a un soubassement terriblement religieux et terriblement culturel,
qui font que les luttes des femmes restent entièrement contrôlées dans ce système. Alors, je voudrais donner quelques exemples. Alors, je reviens toujours au Sénégal, parce qu'on est bien obligé, dans un espace de temps aussi court, d'être tout à fait précis pour faire comprendre quel est le débat. Le Sénégal a été le premier, en 1973, à avoir promulgué un code de la famille. La Côte d'Ivoire, le Gabon, le Cameroun ne le font que quelques années plus tard. Le Niger, le Tchad n'ont toujours pas des codes de la famille, parce que pour eux, ils ont le code civil, alors napoléonien, qui est réservé aux chrétiens, et puis cette charia, non écrite, culturelle, qui est interprétée selon le groupe dans lequel on est, selon l'espace dans lequel on est, selon qu'on est en ville ou selon qu'on est à la campagne. Et je pense que si le Sénégal a eu ce code de la famille, c'est sans doute lié au fait que le premier président a été Senghor, qui était un chrétien, minoritaire en politique, donc minoritaire comme religion dans un pays à 80% musulman, mais qui, comme la plupart des autres États africains de sa génération, était assez dictateur pour imposer la réforme des lois, mais imposer également une réforme de la famille. Mais même Senghor a dû composer entre ce code, qui était quand même très judéo-chrétien, parce qu'il était quand même très chrétien, Senghor, et cette charia islamique réinterprétée par les communautés religieuses là. Donc Senghor a dû faire un code de la famille, mais un code de la famille à option. On avait l'option de la monogamie, l'option de la polygamie, l'option de l'héritage, alors dit civil ou religieux, mais religieux musulman, l'option pour un certain nombre de points, et l'un des avantages, je pense, que les femmes ont eu avec le nouveau code de la famille, c'est que leur consentement était obligatoire, le divorce était judiciaire, c'est-à-dire fin à la répudiation. Mais ça se fait lorsque le mariage est célébré à l'état civil, mais comme dans la majorité des villages et dans les familles, les mariages sont célébrés à l'intérieur des familles, parce qu'il faut savoir également que le mariage musulman est un mariage civil d'abord, avant d'être un sacrement. On a toute une difficulté de mettre en corrélation les avancées et les retenues de droit effectuées par la religion. C'est ce texte qui paraît en 1973 qui est très largement remanié et rediscuté par les femmes autour de certaines questions clés. Et les questions clés, alors là, elles reviennent parce qu'elles appartiennent à la religion. Par exemple, le Code de la famille au Sénégal dit la monogamie est une option matrimoniale irréversible. Mais comme il y a des musulmans, les musulmans disent oui, mais nous, la charia dit qu'il faut la polygamie. Donc à ce moment-là, le législateur met polygamie à 2 et polygamie à plus de 2. Et cela ne sont pas irréversibles. Et malheureusement, quand il n'y a pas de choix, parce qu'il arrive que les conjoints n'arrivent pas à se décider, c'est la polygamie qui devient le courant par défaut, exactement. C'est ça qui intervient. Et donc voilà, on a un problème également. Pour l'héritage, dans la mesure où on n'a pas pu séparer le religieux et le civil, l'héritage peut être civil, mais les musulmans peuvent choisir de prendre l'héritage musulman, donc inégal entre les sexes. Et le Code de la famille disait par exemple que, et ça on l'a toujours, l'homme est le chef de la famille. Alors, parce que l'homme est le chef de la famille, il y a tout un ensemble de clauses qui en découlent. C'est l'homme qui décide du domicile conjugal, c'est lui qui décide du domicile conjugal. L'homme pouvait s'opposer à l'exercice de sa profession par sa femme s'il estimait que ça portait atteinte à l'honneur de la famille. C'est l'homme qui a la capacité légale, l'autorité légale sur les enfants. Et bien sûr, l'homme a une autorité maritale sur sa femme. C'est-à-dire qu'un homme pouvait empêcher sa femme de sortir du pays à un moment où existait un visa de sortie. Il a fallu une quinzaine d'années pour que les femmes réussissent
a supprimé un certain nombre de ces contraintes grâce à tout le système international autour des droits des femmes, mais on n'a jamais réussi jusqu'à présent à supprimer l'option que l'homme reste chef de la famille. Parce que là, les musulmans disent, mais c'est le Coran qui l'a dit. Donc il est évident que dans des contextes comme les nôtres, où nous sommes des États laïques, mais dans des contextes religieux et des sociétés religieuses, ce qu'il faut dénoncer, et ce que font les associations de femmes, c'est que le contexte religieux n'entre en ligne de compte qu'autour des droits des femmes. Il n'est jamais au niveau de la Constitution, on ne demande à aucun président de la République dans l'Afrique musulmane de connaître le Coran, de savoir diriger la prière, ce n'est jamais demandé. Alors que, dès qu'on parle du droit des femmes ou du code de la famille, à ce moment-là, ressurgissent toutes les dispositions de la charia. Et quand je dis ça, c'est qu'il y a en même temps les luttes des femmes dans cette Afrique subsaharienne, elles sont également confrontées à toute l'idéologie chrétienne qui est là. Lorsque le pape dit, ce pauvre pape, quand il dit, alors on peut bien dire, le pape n'a pas dit, mais quand même le fait que le pape dise que le port du préservatif non seulement ne limite pas, mais même encourage, j'interprète, mais peut-être j'interprète mal, la diffusion, il est évident que les chrétiens qui étaient là ont dit oui, c'est vrai, mais les musulmans qui étaient là ont dit mais c'est vrai, le mariage, c'est la sexualité ne peut avoir lieu que dans le cadre du mariage, et si dans ce cadre du mariage on se tient bien, donc on n'a pas besoin de préservatif. Sauf que dans le cadre du mariage polygame, il est évident qu'il est extrêmement difficile. Ce que je veux dire, et je vais en terminer, c'est que, en fait, mon discours, il est contre l'impact de l'islam comme religion et de l'islam politique comme oppressif au niveau des droits des femmes, mais il est aussi oppressif et il est en collusion avec l'Église catholique qui, dans des régions à minorité musulmane, à majorité chrétienne ou presque totalement chrétienne, est aussi oppressive l'une que l'autre. Aussi bien à la conférence du Caire qu'à la conférence de Beijing, les femmes se sont retrouvées, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient juives, je suppose, mais qu'elles soient simplement des africaines, des européennes, des françaises, qu'elles soient religieuses ou pas religieuses. J'aime à dire que je suis de culture musulmane parce que c'est l'endroit dans lequel je viens, mais je recuse à quiconque le droit de me demander si je suis musulmane ou pas. Mais je me rends compte que ces religions, au niveau des droits des femmes, font collusion et font tout à fait collusion avec l'État pour les discriminer. Et et j'en termine vraiment, et quand mon ami iranien disait au début que que c'est difficile que l'Église, que le gouvernement anglais ou qu'au Canada on charianise les lois pour pouvoir respecter les droits des communautés, je pense que c'est en même temps du racisme, parce que c'est faire de relativisme culturel. Je pense que honnêtement, je pense que c'est du racisme. Il est du racisme aussi bien en sciences qu'en politique. Moi, je suis sociologue et je sais que le mal que cela fait d'être comme sociologue objet de l'anthropologie au lieu d'être l'objet de la sociologie, d'appartenir à un peuple sénégalais et non à une tribu. Il y a tout un ensemble de contextes qui sont là, que l'on retrouve retransmis dans la religion en termes d'autoritarisme et en fait de mépris des droits des femmes. Voilà, je vous remercie.